Salut à tous. Alors, en ce qui concerne mon bagage Agatha Christie, je n'ai pas vu les premières adaptations cinématographiques du Crime de Orient Express et de Mort sur une île des années 70. J'ai vu Le Miroir se brisa, sans Hercule Poirot mais avec Miss Marple de Agatha Christie, et je n'ai lu aucun livre de Agatha Christie pour l'instant, mais ça ne saurait tarder puisque je fais la collection exprès pour lire les Hercule Poirot. Donc vous l'avez deviné, j'ai seulement vu les films de Kenneth Branagh et dont nous allons parler aujourd'hui du troisième, Mystère à Venise. Je n'ai pas critiqué le 1, j'ai fait une pauvre critique de merde de 2 minutes du 2, j'avais pas grand chose à dire, c'est juste pour dire hey, j'ai aimé, hein. C'était encore à l'époque où je faisais une critique pour un film, maintenant j'ai dépassé ça, hein. Si j'ai rien à dire ou si ça m'enchante pas de parler de ce film, je n'en parlerai pas sauf en flop top, et voilà. Mais si vous voulez une vraie petite critique de Mort sur une île, allez voir mon top 2022. Bon, alors, en ce qui concerne Mystère à Venise, je l'attendais beaucoup. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai vu la bande-annonce, je savais pas que c'était la bande-annonce de Mystère à Venise. Ce qui fait que quand je vois Kenneth Branagh avec une grosse moustache dans une espèce de maison qui fait peur, je me dis pas, c'est le prochain Hercule Poirot. Non, moi je me dis, c'est le prochain film de Kenneth Branagh avec une grosse moustache qu'il a dû laisser pousser pour son prochain Hercule Poirot. Alors que je suis quasi sûr que c'est une faute d'ailleurs. Mais du coup, j'ai pensé à ça et en fait, non, c'était bien. Cette espèce de film pseudo-horrifique là était bien le prochain Hercule Poirot. Donc ça m'a beaucoup intrigué depuis le mois d'août. Donc voilà, j'ai mis un mois à le voir, mais ça y est, je l'ai enfin vu. Maintenant, ce que j'en pense, c'est que en découvrant le film, j'étais pas très emballé, bizarrement, au tout début. Ensuite, j'ai vu un truc, je me suis dit, oh putain, allez, le quatrième film d'affilée de cette année, là, de cet été, que je n'aime pas. Je veux dire, le dernier film que j'ai aimé, c'est Oppenheimer. Donc là, je commence un peu à être saoulé du nombre de films que je vois et qui ne me plaisent pas. Donc voilà, j'étais pas trop bien, pas trop serein. Et finalement, il y a, ok, un truc qui m'a fait peur au début du film. Je me suis dit, putain, si c'est ça tout le film, c'est clair, je vais pas aimer, je vais trouver ça ridicule, risible. Et je comprends pourquoi les gens n'ont pas l'air... Enfin, j'avais l'impression qu'avec leur miniature, hein, les gens n'avaient pas aimé. Et finalement, non. Ça s'est plutôt bien passé parce que le truc que je n'ai pas aimé, c'est par rapport à la médium. Et vu que c'est elle qui crève, bah, tout s'est bien passé. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour une fois, contrairement au Crime de Orient Express, où là, je peux comprendre, stopper un train en pleine montagne enneigée, tout ça, ça peut être dangereux et compliqué. Donc, je comprends qu'il est pas vraiment fait. Mais bon, Mort sur le Nil, c'était pas compliqué d'aller en Égypte et de louer un bateau. Mais bon, on va dire, allez, c'est la Covid. Là, au moins, il a enfin pu tourner dans de vrais décors. Il est vraiment allé à Venise, enfin en Italie. Et ok, sans doute que l'intérieur maison, les scènes intérieures maison n'ont peut-être pas été tournées vraiment en Italie, ça on s'en fout, de toute façon, en tous les cas, qu'il l'ait vraiment fait ou pas, on n'aurait pas vu la différence, donc ça c'est pas grave. Mais au moins, les extérieurs, c'est vraiment Venise, ou alors une putain de ville quasi identique parce que ça ressemble vraiment à Venise. Donc je pense que c'est vraiment Venise. Donc ça déjà c'est appréciable. La musique, alors ok, j'ai vu que c'était celle qui avait fait Joker et un autre film que j'aime bien, Sicario je crois, avec des thèmes très marquants. Mais comme les deux précédents de Kenneth Branagh, c'est un peu de la merde. Franchement, c'est de la musique anecdotique. T'as peut-être un ou deux morceaux ou musique qui te restent en tête, mais c'est tout. Et puis bah là, franchement, j'ai rien du tout. Donc voilà. Mais c'est toujours une esthétique très léchée. Ce sont de belles images, de beaux cadres. En revanche, niveau charisme des personnages et des acteurs, leurs costumes, tout ça, les beaux décors, vu que c'est une maison bon, un peu cassée, forcément, ceci explique cela, mais quand même, je peux comprendre que les décors soient un peu moches, mais au moins mettre le paquet niveau gueule d'acteur, charisme et costume. Parce que franchement, dans les deux premiers, on a bien été servi, c'était magnifique. Mais alors là, bon, au moins, la plupart sont là parce qu'ils ont vécu un drame, mais après tout, bah, ceux du 1 aussi, ils étaient tous hauts en couleur, hein, par rapport à la petite fille, tout ça, là. Et là, bon, bah, je veux bien, hein, c'est une maison délabrée, tout ça, mais bon, c'est quand même des putains de richoux. De toute façon, ce sera toujours des putains de richoux, j'ai l'impression. Donc, je sais pas, ouais, mettez le paquet à ce niveau-là. Là, franchement, visuellement, c'était un peu pauvre. Niveau angoisse, je dirais que Kenneth Branagh n'est peut-être pas très bon pour faire des films d'horreur, parce que, bon, Frankenstein, ça a vécu, mais de base, c'est un film d'horreur. Et son Frankenstein n'était pas vraiment terrifiant. Et réaliste, on va dire. Voilà, c'était ça, mais c'était tout, quoi. Et là, niveau épouvante, bah, j'aimerais lui dire que mettre une musique stridente durant les scènes de dialogue, un peu, voilà, ça ne suffit pas. Et mettre à un volume très élevé des bruits faits exprès pour te surprendre, genre un pigeon qui passe par là, une porte qui claque, une lettre qui est tapée à la machine à écrire. Ouais, ça te surprend, parce que bah, le volume est fort, ça te nique littéralement les oreilles.
mais ça fait pas peur. Ça te fait au pire sursauter sur le moment, mais ça fait pas peur. Donc j'ai été très déçu là-dessus. Heureusement, c'est pas tout le film, hein, pour dire vrai, dès qu'il y a le meurtre, et contrairement au film précédent, il arrive beaucoup plus tôt, dès qu'il y a le meurtre, il y en a plus beaucoup. Il y en a un ici, un là, mais bon, voilà. Mais donc ça va. Mais plusieurs d'affilée comme ça au début, tu te dis... Puis quand t'es au courant que ça va être un peu plus flippant, il y aura des fantômes, je ne sais quoi, tu te dis putain, ça va être ça tout le film? Non. Heureusement non, parce que ça devient très vite énervant, et comme je l'ai dit, ça casse vraiment les oreilles. Ensuite, j'ai été un petit peu déçu de l'histoire, du tournant que ça a pris et tout, parce que bon, ça, je pense que c'est plus de la faute d'Agatha Christie, il a fait que l'adapter, mais je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas lu le livre. Et je crois que d'ailleurs, il a fait un mix de 2 livres, je crois. Donc je pense que c'est de sa faute à elle, mais voilà. En fait, j'aurais aimé que ce soit comme les Scooby-Doo, quoi, qu'à la fin, on nous explique tout. Par exemple, bon, bah, la médium, avant de mourir, a été fichée arnaqueuse, voilà, ça c'est fait, mais qu'on prouve en gros, bah voilà, la porte a claqué à ce moment-là parce que ceci, les hallucinations c'était cela, ceci c'était cela, enfin je ne sais quoi, enfin voilà. Je voulais que des trucs comme ça. Il y en a eu, mais pas que. Ce qui me pose problème, c'est que c'est, par exemple, l'arnaqueuse, c'est oui, elle a fait des petits trucs, il y avait des petits trucs truqués, mais elle a une discussion avec Poirot et tu te dis que, ah bah peut-être qu'en fait, non. Peut-être qu'elle est peut-être un petit peu médium, qu'elle a un vrai petit pouvoir. Ensuite, Hercule Poirot, il a des hallucinations, il voit des personnes, une petite fille, une fille un peu plus grande. Et on nous dit, bah en fait, c'est à cause de ce mélange, tout ça, hallucinogène, poison, enfin voilà, je ne sais quoi. Ok. Sauf qu'à la fin, le coupable de toute cette histoire, ben il se fait pousser du haut d'un toit. Donc voilà. Le petit garçon à la fin, qui lui dit, vous en faites pas, ceux qui meurent dans cette maison reviennent. Alors peut-être que je prends le truc un petit peu trop littéralement, mais c'est plus symbolique, je ne sais quoi, mais non, vu le gamin et ce qu'il dit tout au long du film, tout ça, t'as l'impression que lui aussi il voit des fantômes. Donc c'est ce truc que j'ai pas aimé, c'est que c'est... Il sait pas sur quel pied lancer, il sait pas quoi faire, il a jamais su se décider, et du coup il nous a proposé les deux, sauf que je trouve que les deux ensemble ne se marient pas vraiment très bien. Aussi, avant que j'oublie, il y a une petite scène pas mal. C'est dommage, hein, justement, parce que je me dis, bah voilà, quand je vois ça, il est capable, hein, il peut le faire, il peut faire des bonnes scènes comme ça, d'épouvante. C'est qu'en gros, il a une hallucination dans une salle de bain ou des toilettes avec un lavabo, enfin je sais plus vraiment. Il regarde dans le miroir, puis il y a quelqu'un derrière. Et coup classique, mais je m'y attendais pas. C'était bien fait, bonne tension, bonne angoisse et tout, franchement, visage bien flippant, tout ça. Franchement, ça a marché, c'était très bon. Donc c'est dommage en fait. Et enfin, petit truc qui concerne les 3 films. Donc c'est pas que ce film-là, mais on y viendra. C'est une chose dont je me suis aperçu en fait en revoyant ces 2 films pour aller voir le 3e. En gros, dans le 1, première scène qui nous introduit le personnage, il veut 3 œufs de taille identique. Sinon, il peut pas les bouffer parce que monsieur, voilà, a ses petites manies. Donc il fait chier tout un village, enfin un petit garçon qui court et tout ça, enfin voilà. Il est chiant. Et à la fin, il dit, il va falloir que j'apprenne à vivre avec le déséquilibre, puis il le dit même, c'est bon, je pourrais vivre avec le déséquilibre désormais, tout ça. Ok, il a évolué. Second film, première scène qui t'introduit le personnage, on lui sert 7 petits desserts, et du coup, comme il peut pas faire un petit triangle à la con, avec ses gâteaux là, et bah du coup, non. Là, il aime pas. Il faut qu'il en renvoie un, parce que sinon, c'est pas équilibré. Heureusement que dans le film d'avant, il a appris à vivre avec le déséquilibre. Même chose dans le 2e film. Il y a un petit flashback au tout début, une scène de son passé, voilà, il a fait la guerre, tout ça. Il a été blessé, du coup, c'est pour ça qu'il porte la moustache. Et à la fin, le personnage évolue et il se rase la moustache comme pour dire adieu à sa copine, je ne sais quoi. Enfin voilà, celle qu'il a perdue, visiblement, Catherine. Et ah bah dans le 3, bah dis donc, il a à nouveau sa moustache. Et là, au début du 3, le personnage est désabusé. Il ne veut plus détectiver. Enquêter, je sais, merci. Mais voilà, il ne veut plus être détective. Et à la fin, il évolue. Il veut à nouveau reprendre son chapeau, melon, tout ça, et puis voilà, recontinuer ses enquêtes. Ok, donc du coup, si on suit la logique, début du 4, il sera à nouveau désabusé à la retraite. Parce que c'est bien de faire évoluer le personnage, mais il faut que ça dure plus d'un film. S'il revient à la situation initiale au début du film d'après, ça sert à rien. Parce que là, en fait, un traitement comme ça, j'ai l'impression de voir un dessin animé qu'on voit le matin avec des personnages qui forcément n'évoluent pas, ne changent jamais d'habit, hein, pour pas faire chier au niveau des animations, enfin du dessin. Pour moi, c'est ça en fait. Ouais, il évolue, hein, mais juste pour cette histoire. Le reste, alors en soi, c'est tant mieux, comme ça au moins tu peux aller regarder dans l'autre que tu veux. Mais je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on fait les choses au cinéma. Surtout qu'en plus, c'est bien dit dans chaque film,
plus ça va et plus on avance dans le temps. Le 1 c'était quoi, en 33, 34, je sais plus. Le 2 c'était en 37 si je me souviens bien. Et là on dit qu'on est après la Seconde Guerre mondiale. Donc on avance bien dans le temps. Donc c'est dommage. C'est voilà, c'est un petit truc que j'ai remarqué là en revoyant les films dernièrement. Donc je trouve ça con et dommage et mal fait, mais bon. Pourtant c'est lui qui fait tout. Hein. Enfin je crois que non, il écrit pas, mais en tout cas il réalise et puis il joue le personnage. Il pourrait au moins s'en souvenir, je sais pas. Je veux bien que le personnage ait des mimiques, tout ça qu'on peut pas changer. Et peut-être que ça, le fait qu'il aime pas le déséquilibre, qu'il faut toujours 6 gâteaux et pas 7 ou je ne sais quoi, des œufs de la même taille. Peut-être que oui, dans les livres, Agatha Christie, elle a toujours fait ça comme ça, et puis à chaque fois, du coup, c'est un petit rappel amusant du personnage ou quoi. Mais du coup, si tu veux pas le changer, bah tu le fais pas changer en fin de film. C'est juste débile. Donc voilà, j'ai des petites choses à dire, hein, voilà, comme à chaque fois, mais ça reste des films plutôt appréciables. Moi, j'aime bien ce genre de trucs, j'ai hâte de lire les livres. J'espère qu'ils seront bons, parce que j'en ai acheté 20 à 10 €, donc vous faites le calcul, il me reste encore 20. Donc j'accorde beaucoup de fric à ces trucs, donc j'espère que ça va être bon. Et puis voilà, oui, j'espère qu'il y aura un 4e un jour, pourquoi pas, moi il peut faire les 40 hein, s'il veut, ça me dérangera pas. S'ils sont tous au moins très bien faits, hein, voilà, je vais pas trop chipoter, mais c'est vrai que ce genre de truc, ça me dérange un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous. Une moustache, petite moustache, grosse moustache, ma moustache, ta moustache, tous en cœur les cœurs moustache, la moustache, tout le monde aime la moustache, une moustache, quand on a une moustache.